I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell Vous avez me bien entendu don't be cruel. accomplir son rêve, Accomplir son rêve. rencontrer Charlotte Bouteloup. Moi, je voulais Oh vous là voir, là William. là là là. J'irai prendre un café avec Charlotte après. Ouais, oui, il faut voir. Hein. Ah, ça, c'est- On commence donc par cette équipe de France de handball Exactement. qui a bien débuté son championnat. Exactement. Championnat du monde, les Français qui rêvent d'un 6e sacre ont très bien démarré. C'était à Bercy hier soir face aux Brésiliens. Et regardez ce qui s'est passé. On va commencer par ces Brésiliens qui avaient tenu tête aux Bleus avant de s'incliner en quart de finale des JO de Rio. Ils ont buté sur l'indéboulonnable Thierry Omeyer, le gardien français de 40 ans qui a réalisé 14 arrêts en première mi-temps. 14 arrêts. Oui, 14 arrêts. Et qui, à la pause, a permis à la France de mener 17-7. Et les sélectionneurs tricolores ont fait tourner l'effectif. L'effectif qui s'est baladé, tout simplement. Et pour le show, vous allez voir, le dernier but est inscrit par Vincent Gérard, l'autre gardien des Bleus, qui a été élu homme du match avec 9 arrêts sur 18. Victoire facile 31-16. Prochain rendez-vous pour la France, ce sera à Nantes face au Japon. Voilà, et ce sera demain. Bien. Ça démarre bien. Il y avait du monde à Bercy? Oui, il y a du monde, c'était plein, à craquer. Bon, alors le football. Le football, pour faire plaisir à certaines personnes derrière la caméra ici et à ceux qui aiment le foot, la Coupe de la Ligue avec le PSG qui s'est qualifié pour les demi-finales. PSG qui affrontera Bordeaux. Ça a été facile pour le PSG, un petit peu moins pour Bordeaux. On regarde ce qui s'est passé pour les Parisiens à domicile. Ils sont tenants du titre. Ils ont pu compter sur leur capitaine Thiago Silva. À domicile donc face à Metz, le Brésilien s'est offert un doublé. Les deux seuls buts du match. Succès du PSG 2-0. Et dans le dernier carré, donc Paris affrontera Bordeaux qui a battu Guingamp 3-2. Côté girondin, l'attaquant Gaëtan Laborde s'est offert 2 buts. Les Bordelais disputeront leur 6e Ils l'avaient demi-finale presque, là, hein. de la Coupe de la Ligue qu'ils ont remporté à 3 reprises. Et le dernier titre remonte à 2009. Et l'autre demi-finale opposera Monaco à Nancy. Encore du foot pour vous faire plaisir. Et regardez, c'est exceptionnel, ce superbe coup franc dans la Coupe du Roi de Lionel Messi. Voilà, il est tout seul, il se balade. Victoire 3-1 et le Barça qui se qualifie face à Bilbao. C'est du flipper, Oui, ça. c'est son 3e coup franc. Voilà, Il vise le poteau, il tape dans... Ça, c'est facile pour lui. Qu'est-ce Pour qu'on les a quarts de d'autre? finale. On a du biathlon avec un Français qui d'habitude monte sur les podiums et là qui n'y était pas. C'était par équipe, c'est Martin Fourcade. C'est à Ruppolding en Allemagne. Je vous explique tout ce qui s'est passé. Regardez, ça c'est le frère de Martin Fourcade. Il s'appelle Simon. Il a raté son premier relais. Et son frère cadet, Martin, lui et 2 autres relais tricolores, Béatrix et Fillon-Mayenne, n'ont pas réussi à rattraper le retard. Martin Fourcade, double champion olympique et indétrônable leader de la Coupe du Monde, il ne devait pas participer à cette course. En fait, il a remplacé un camarade qui était malade et la France termine 9e, loin derrière la Norvège, vainqueur du jour. Un peu plus au chaud, on va du basket avec la Ligue des Champions, 12e journée. 11e victoire pour Monaco en blanc, hier face aux Turcs de Banvit Bandrima. 65-63, Monaco premier de son groupe. Le Mans, qui est aussi en blanc et qui est aussi leader de son pool, a aussi battu un club turc, celui de Karşıyaka. C'était 65-61, c'est le score. Et c'est 9 victoires pour 3 défaites pour les Manceaux. Et on va terminer avec de la voile William sur donc le trophée Jules Verne. Tentative de record du Tour du Monde en équipage sans escale. Francis Joyon et ses 5 coéquipiers, on vient de voir Gwenaël Gainet, qui ont franchi le Cap Horn après 26 jours de mer hier, soit 4 jours d'avance sur le temps de référence établi par Loïc Perron. Perron et ses hommes qui avaient fait le Tour du Monde en 45 jours en 2012. Vous avez vu la vitesse? Le Maxi Trimaran. Alors là, je vous ai mis des petites images, ce qu'on appelle la banque image. C'est pour vous montrer le bateau vu de l'extérieur. Il a fait ça en 45 jours. Et là, Francis Joyon doit rentrer avant le 30 janvier pour battre ce record. Voilà. Les champignons, les ombres boîtes, et les tomates, les cornichons. Cornichons, imaginez que vous servez de tomates, de cornichons, tout ça est dans une boîte et vous mangez la boîte. Ça pourrait exister, ça aussi. Mais là, c'est à peu près ça. Vous mettez tout ça dans une assiette. Il y a couvert, fourchette, couteau. On peut même manger la fourchette et le couteau aussi. Vous pouvez manger fourchette, couteau et assiette si vous le désirez, dans la mesure ça où ce fond sont pas, des tout ça, produits là comestibles. Alors maintenant, bon, c'est pas une friandise, hein, je vous cache pas que c'est pas... Voilà, ça s'appelle pas une spécialité culinaire, mais c'est comestible. Alors l'avantage, il est où? Il est que, bien d'abord, ça peut servir à l'alimentation animale. Par exemple, les poules adorent ça. Vous avez de plus en plus de gens qui ont des poules à la maison pour manger les déchets organiques. Oui, mais ensuite, on mange la poule qui a mangé du carton. C'est ça.
Alors, Spécial. ces produits, vous savez, la vaisselle jetable en plastique ou en carton traité sera interdite à partir de 2020. Ah bon. Pourquoi? Parce que la vaisselle en plastique jetable pollue énormément et c'est ce qu'on retrouve après dans le ventre des tortues parce que ça a beaucoup de mal à se... Il faut des siècles pour que le plastique se désintègre. Ça, on le sait. Le carton, c'est déjà quelques mois. Et pourquoi on n'a pas trouvé encore 30 jours pour le son, car ces assiettes sont en son de blé. Donc c'est un déchet à la base. Et pourquoi dont quand on ne le sait met que sous l'eau, faire. ça devrait se transformer en espèce de pâte et puis hop, ça partirait dans... C'est vrai. C'est ça qui serait bien. Il y a un traitement très intéressant qui permet, à partir de ce déchet dont on ne sait que faire et qui se chiffre à la tonne, d'effectuer donc ce type de vaisselle qui a subi un traitement de façon à ce que vous puissiez la mettre au four. L'assiette passe au four à 180 degrés. Elle supporte des liquides chauds. Et au bout de 30 jours, elle peut se désintégrer si vous avez un compost, si vous avez une maison avec un compost. Alors, en il faut 30 attendre jours, 30 c'est jours, terminé. d'accord. Ça se désintègre. Bon. Et en plus, je vous dis, ça plaît aux poules. Et en plus, si vous en mangez un petit bout, il n'y a aucun problème. Donc c'est Non, mais tout je sais nouveau, pas, oui. ça Et vient de vous- sortir. alors, je plaisantais tout à l'heure, vous allez boulotter Oui, l'assiette. vous pouvez. En fait, non. Vous Parce pouvez. que c'est totalement indigeste quand même. C'est pas très bon. Je vous cache Ouais. pas que nous, on a goûté, on n'a pas trouvé ça extraordinaire au niveau goût. C'est du son, c'est difficile à mâcher, c'est pas très agréable. Oui, bien sûr. Mais c'est possible. Mais au bout de 30 jours, hop, C'est terminé. C'est D'accord. terminé, c'est Ça, c'est une bonne désintégré. idée, ça. C'est une très bonne idée, ça sera très prochainement fabriqué en France. Pour l'instant, c'est fabriqué en Pologne. Ce sont des jeunes qui ont mis ça au point et qui vont développer, des jeunes Français, qui sont en train de développer le concept, d'installer le concept en France avec du blé européen et avec du son. Nous avons rencontré le fabricant. Cette vaisselle, c'est une vaisselle en son de blé. En Europe, nous sommes très gros producteurs de blé, c'est-à-dire que rien qu'en France, on a 36 millions de tonnes de blé par an. La moitié, c'est du son de blé. Donc 20% va à la consommation animale, et le reste de ce son de blé, c'est-à-dire 80%, n'a aucune utilité. On a du mal à le stocker, on a du mal à le renouveler, à le recycler, et donc on en fait de la vaisselle. Pour fabriquer cette assiette, on prend 1 tonne de son, on prend 80 litres d'eau, on les presse sous vapeur dans un moule, et l'amidon contenu naturellement dans l'assiette va fixer l'assiette. Nous avons commencé avec cette gamme qui est déjà de 5 assiettes et de couverts qui sont les plus vendus en couverts jetables, et nous développons de nouveaux produits pour l'année 2017. L'avantage pour le consommateur, c'est déjà de faire un geste pour sa planète assez facilement. C'est une assiette qui est compostable en 30 jours, même en composteur domestique. C'est une assiette qui passe au four à 180 pendant 90 minutes, qui résiste au micro-ondes, qui résiste au liquide également pendant plus de 3 quarts d'heure, et évidemment qui est comestible. En attendant la diffusion par les grands réseaux, notre produit est disponible sur notre site internet entre 40 et 50 centimes pour les vaisselles et environ 10 centimes pour les couverts. Voilà, donc l'intérêt, il est clairement défini. Maintenant, je vous dis, c'est pas un petit déjeuner. ça sent un peu, hein. Ah, ça sent beaucoup, mais l'odeur ne passe pas dans les aliments. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, ça vaut pas une petite tartine de beurre et de confiture. Il vaut Je mieux suis le mettre dans le d'accord. compost. Hein. C'est mieux de le mettre dans le compost, c'est bien. même si c'est comestible. Ça, pour Parce que sinon, l'instant, on peut le ça tremper se. Dans le café. Dans le café. Ou Ça alors se- à jouer. Ah ouais, c'est bien ça, tiens. Hop là. Ah ouais, c'est bien. Ça se commande sur Internet et très bientôt, on va le trouver dans la grande distribution. Puisqu'ils Bon, sont en merci train de beaucoup, conquérir Isabelle. l'univers de la grande distribution. Allez, dans 4 heures. Bonne journée. On va retrouver à Moscou notre correspondant permanent Dominique Derda qui ce matin a choisi de vous parler de son ami Thomas. Vous connaissez Thomas Pesquet, c'est le monsieur qui est là-haut dans la navette spatiale internationale. Thomas se lave les dents, Thomas change de chaussettes, Thomas est enrhumé, etc., etc. Alors, que fait Thomas aujourd'hui? Bon, on va voir. Il est là-bas depuis le 17 novembre. Et Dominique, vous avez suivi son entraînement à la Cité des Étoiles. C'est pour ça que vous le connaissez bien. Vous avez des nouvelles? Bonjour. Oui, j'en ai. Et puis, vous savez, tout le monde. Bonjour, William. J'en ai des nouvelles. Et puis, tout le monde en a parce que Thomas Pesquet, depuis qu'il est là-haut dans la Cité des Étoiles, eh bien, il donne pratiquement tous les jours de ses nouvelles aux centaines de milliers de gens qui le suivent depuis Voilà. la Terre, qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et il n'a pas attendu d'être dans l'espace pour le faire, puisque lorsque nous l'avions rencontré à la Cité des Étoiles, déjà, on pouvait suivre pas à pas toutes les étapes de sa préparation
Et il y a la conquête de l'espace, William, vous en doutez, ça fascine encore des centaines de milliers de gens et il a énormément de followers, comme on dit. Il a énormément de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux et depuis qu'il est là-haut, eh bien, il continue entre deux expériences, parce qu'il fait aussi des choses sérieuses quand même là-haut dans la station spatiale, Thomas Pesquet, eh bien, entre deux expériences, il prend des photos, il filme des petites vidéos aussi qu'il commente en français et en anglais parce que le garçon est polyglotte et il montre ainsi la vie quotidienne à bord de la station spatiale internationale et ça captive un monde fou. Et vous allez voir ces dernières images qu'il nous a transmises qui ont été rassemblées par notre monteur ici à Moscou, Volodya Sidorov. Cela fera bientôt 2 mois qu'il est à bord de la Station spatiale internationale, mais comme au premier jour, Thomas Pesquet a gardé intacte sa capacité à s'émerveiller lorsqu'il observe la Terre depuis l'espace. Sur Internet, il poste ces images plus belles les unes que les autres d'une planète qui, vue de là-haut, paraît si fragile. C'est sa façon à lui de partager avec les centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui le suivent sur les réseaux sociaux sa vie de spationaute. Mais Thomas Pesquet ne se contente pas d'envoyer des photos, il fait aussi le guide. Le voici dans sa chambre. C'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. J'ai mon ordinateur pour envoyer des emails à ma famille, pour appeler aussi sur Skype avec un casque. J'ai un deuxième ordinateur, j'ai mon iPad, j'ai mon nécessaire de bureau. Ici, évidemment, on accroche tout au mur parce que c'est comme ça qu'on stocke nos choses en apesanteur. Et ici, sur ce mur-là, j'ai mon duvet qui est tout bêtement accroché et c'est là-dedans que je dors. En fait, j'enfile ce duvet, je passe les bras comme ça et la nuit, je dors verticalement. C'est très confortable parce qu'on n'a pas le poids du corps et on dort extrêmement bien en apesanteur. Et voilà la salle à manger. Pour les grandes occasions, j'ai des plats français préparés par de grands chefs. 2 d'entre eux ont eu la gentillesse de cuisiner pour moi. Alors, j'ai des plats faits par Alain Ducasse. Je vais me rapprocher, comme ça, vous verrez mieux. Et puis, j'ai aussi des plats signés du chef Thierry Marx. Après une longue journée de travail, c'est ici que nous avons le plaisir de nous retrouver. On se détend, on se raconte des histoires et on partage un bon repas, comme le veut la tradition française. La journée qu'il attend le plus, Thomas Pesquet, depuis son arrivée à bord de l'ISS, c'est celle de sa sortie extravéhiculaire. Le 6 janvier dernier déjà, 2 de ses coéquipiers, Peggy Whitson et Shane Kimbrough, 2 Américains, sont sortis dans l'espace pour préparer l'installation de nouvelles batteries solaires. Demain, ce sera son tour d'enfiler son scaphandre pressurisé et de franchir le sas. Il sera le 4e Français dans l'histoire de la conquête spatiale à vivre cette expérience hors du commun. Alors pour Thomas et même pour ses camarades hein, qui sont déjà passés par là, Dominique, la sortie hors de la cabine, c'est le point fort, non ? Oui, absolument. Vous l'avez dit, pour tous les spationautes, c'est le moment dont ils ont toujours rêvé. Vous imaginez être accroché à la station spatiale internationale qui tourne autour de la Terre à 28 000 km à l'heure, 400 km au-dessus de la Terre. C'est évidemment une expérience unique, une expérience que Thomas Pesquet, qu'aucun autre spationaute ne peut oublier. Alors, ça se passe demain, ça sera à 13h en heure française. Ils vont sortir de la cabine et ils vont aller remplacer des batteries solaires d'ancienne génération. Il y en a 12 qu'ils vont remplacer par des batteries plus récentes qu'ils ont reçues très récemment à bord d'un vaisseau cargo qui est arrivé au mois de décembre. Et vous pourrez suivre, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez suivre cette sortie en direct sur notre chaîne d'information continue sur France Info et sur le site franceinfo.fr demain à partir de 13h. Il a bien été adapté à son rôle. Là, vous avez vu, il arrive à manger, même si la fourchette fait un petit tour, et hop, il la récupère. Je me demande s'il joue aux échecs. Ah ça, je ne sais pas encore, il faudra lui poser la question. Il doit être très bientôt, si j'ai bien compris, en direct dans notre journal de 20h. Je crois que ce sera dans quelques jours. Bon. Et on pourra suggérer à David Pujadas ou à quelqu'un d'autre, à David, je pense, de lui poser la question. Bonne journée. Il va y avoir du monde hein, ce soir, hein, dans la télé. Hein. Bonsoir William, il y a un bon téléfilm, il y a un... Oui, plus de 5,5 millions de personnes étaient restées scotchées devant leur écran pour le premier débat
de la primaire de la droite. Eh bien, ce soir, le spectacle recommence. Pas de grands changements dans la mise en scène. On a réquisitionné un huissier qui, par tirage au sort, a désigné Emmanuel Valls pour ouvrir le débat. Il disposera pour ce faire de 80 secondes. Même chose pour la conclusion. Quant aux interventions, elles seront limitées à 1 minute 30. 80 secondes, c'est le temps d'une météo chez nous. Voilà. Donc, une mise en scène quasi inchangée, mais des acteurs différents et un scénario qui peut à tout moment partir en cacahuète. Il suffit pour s'en convaincre de lire certains titres. Pour 20 minutes, avec 3 débats en 7 jours, la surchauffe guette la gauche. Et pour le Parisien, eh bien, il est carrément question d'Highlander. Il n'en restera qu'un. On pourrait aussi parler de blitzkrieg, de guerre éclair. L'explication se trouve dans Le Monde, sous la plume de Françoise Frézot. Elle explique que la primaire avait été conçue sur mesure pour François Hollande, avec une campagne d'à peine 3 semaines pour rassembler sans s'éterniser sur les sujets susceptibles de fâcher. Sauf que Hollande n'est plus là et qu'il faut maintenant faire avec des règles du jeu qui lui étaient initialement destinées. Alors moi, je vous conseille la lecture du papier de Nathalie Chouk dans Le Parisien. C'est savoureux. La journaliste s'attarde sur 4 des compétiteurs de ce soir, dépeints comme des enfants barbares qui se tuent entre eux. Valls, Montebourg, Hamon, Peillon. C'est l'histoire de 4 ambitions qui se sont rencontrées quand ils avaient, ou quand elles avaient des ambitions, quand ils étaient trentenaires. Et depuis 20 ans, eh bien, ils se sont alliés, séparés. Ils se sont fait la courte échelle, ils se sont trahis. C'est une classe. Et dans une classe, comme au travail, résumé un connaisseur, il y a toujours des inimitiés, des petites bassesses, et après, tout s'arrange. Entre eux, c'est la même chose. Ils ont de longue date une seule ambition, évincer les éléphants, faire la peau à Aubry, Fabius, DSK, Hollande, Royal, etc. Ah bah pour beaucoup, là, c'est déjà fait. C'est déjà fait pour la plupart d'entre eux. Et vous ne le savez peut-être pas, mais Montebourg, Hamon et Peillon, qu'on voit sur la photo, ont même coécrit un livre. Et ce soir, donc, en fait, ce sont de vieux potes qui se retrouvent pour s'entretuer. Mais il faudra le faire avec doigté et sans laisser trop de traces, car comme vous le lirez dans le Figaro, le premier qui tape sur un autre est disqualifié. Alors, tuer sans cogner, c'est effectivement compliqué. Et ce matin, Vincent Peillon s'essaie à l'exercice. Peillon, c'est son jour. Vous avez d'un côté le Figaro qui estime qu'il peine toujours à faire comprendre pourquoi il est revenu. Et puis de l'autre, Libération qui lui donne carte blanche pour s'expliquer. Très généreux, Libération, 7 pages pour Peillon, qui se voit bien en synthèse de toutes les synthèses. La mère de toutes les synthèses, eh bien, il l'imagine, et pendant son amour et ne mesurant pas, avec les Verts, avec les centristes, arrêtons de les piétiner, dit-il, avec Mélenchon et avec Macron. Envers les deux derniers, il fait même assaut d'amabilité ce matin. Mélenchon, il dit « Je connais bien Jean-Luc, il a des valeurs, des convictions, il fut un bon ministre, pas de problème avec lui, c'est un homme sincère. » Macron, il dit « Ah, il a été ministre d'un gouvernement socialiste, je n'ai pas d'a priori. » Peillon dans Libé ce matin, c'est plus qu'un pot de miel, c'est carrément de la gelée royale. Alors, pour les socialistes, tous ces efforts risquent de ne pas servir à grand-chose. C'est en tout cas l'avis de Nicolas Bétou qui note à la une de l'Opinion que pour la première fois depuis 1969, les socialistes ne seront pas la première force politique de gauche lors de la présidentielle qui se profile. Ils se retrouveront derrière l'agitateur Mélenchon et le trublion Macron, prédit l'éditorialiste. Macron, dont il est aussi question dans Le Parisien. Cette fois, c'est un conseiller de François Hollande qui parle. Et j'en aurais fini avec ça. Il dit « Les super stratèges, Valls, Montebourg, Hamon, vont se faire doubler par un gamin qui joue au poker, qui sort 3 as et qui part avec tous les jetons. Qui vivra, verra. En tout cas, on inaugure le casino ce soir. » On en reparle demain alors aussi. Il y a des chances. Merci beaucoup. Alors c'est encore nos jeunes gens là, créateurs de start-up qui ont eu une bonne idée. Laquelle? Oui, pas toujours d'ailleurs obligé d'avoir du digital, du numérique. Il suffit des fois d'avoir juste une bonne idée. François, lui, est allé du côté de la Chine et il a vu, vous savez, ces ranges parapluies mais qui sont sécurisées. Et il a vu plein de parapluies alignés, mais on ne peut pas les voler parce que, bien sûr, il y a un petit locker qui le bloque. Et il s'est dit, mais ça peut être une super idée en France. Et c'est vrai, comme vous l'avez précisé juste avant, on peut aller dans des lieux publics et même faire un aller-retour en avion et on arrive en scooter ou on arrive en moto. À moto, ce qui est gênant, c'est votre casque. Alors imaginez des rangements pour les casques qui soient sécurisés, qui soient offerts par les grands magasins, ce qui est le cas, par exemple, où vous allez pouvoir mettre votre casque, ou là, ici, au Parc des Princes, par exemple, c'était en test, mettre votre casque,
pouvoir assister au spectacle ou pouvoir aller faire vos courses et reprendre votre casque ensuite. Derrière les scooters, il y a parfois des coffres. Il y a parfois pas. Et puis des fois, quand c'est dehors, eh bien, votre casque il est trempé ensuite. Donc le meilleur moyen, c'est encore celui-là. Regardez la façon dont ça fonctionne et puis je vous préciserai où est-ce qu'on va les voir éclore petit à petit. Là, c'était à la Défense. Cet objet, c'est la première consigne automatique pour casque moto. En fait, les gens qui viennent ici faire leurs courses, faire leur shopping, peuvent déposer leur casque dans la borne et ne plus le trimballer partout pendant toute la journée. Vous ouvrez la porte, vous mettez votre casque, vous fermez la porte, vous définissez un code à 4 chiffres donc, que vous déterminez sur le moment et puis c'est verrouillé, la diode passe au rouge et vous avez les mains libres. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Le service, en fait, il est complètement gratuit pour les utilisateurs. Donc c'est le centre qui offre le service pour que les utilisateurs puissent avoir la meilleure expérience shopping dans le centre. On est dans tous les lieux où le casque est encombrant, notamment les aéroports, les centres commerciaux donc ici, les cinémas, les gares et là on commence avec les stades, avec les salles de concert. La borne est complètement ouverte pour que le contenu soit complètement visible et palpable. Donc ça, c'est des mesures de sécurité qui sont très importantes. Et c'est dans cette optique qu'on a développé, conçu le produit. On est actuellement à 80 machines installées. On va passer à 120 au début de l'année prochaine avec un gros contrat avec les aéroports de Paris. Et dans un futur proche, avec le lancement en Espagne, en Italie et en Allemagne, on compte monter à 400 bornes à la fin de l'année 2017. Déploiement dans beaucoup de stades en Europe, là, au courant jusqu'en 2018. Le Parc des Princes, par exemple, également. Ils aimeraient bien convaincre la SNCF. Si la SNCF voulait bien leur répondre, ça leur ferait plaisir, par exemple. Et puis pour le plan Vigipirate, on voit à travers. Donc exactement. Et voilà. Et on peut même passer la main dans le casque pour être sûr qu'il n'y a rien de ce côté-là. Et peut-être un jour, coffre à manteau et coffre à sac, par exemple. Bon, à suivre. Merci beaucoup. Voici Caroline Roux reçoit ce matin la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Oui, la ministre en première ligne pour faire face à une grave épidémie de grippe qui met les hôpitaux sous tension, comme elle dit. Et la ministre prévient, le bilan sera lourd. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour. Alors vous participez ce matin à 9h à une réunion avec le président de la République à l'Elysée. Le pic de la grippe est attendu la semaine prochaine. Les hôpitaux français sont surchargés, en tension. Comme vous dites, est-ce que vous étudiez de nouvelles dispositions pour libérer des lits ? Le président de la République s'intéresse à ce qui se passe en France et notre pays est aujourd'hui confronté à une épidémie de grippe très significative. Vous savez, dans le langage courant, nous disons « je suis un peu grippé ». Et donc, on a pris l'habitude de voir la grippe comme un mauvais rhume. Mais la grippe, c'est une maladie sérieuse qui revient chaque année, mais qui, malheureusement, chaque année fait des victimes. Alors, dans le langage courant, on ne dit pas épidémie de grippe significative. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une crise sanitaire ? Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la grippe, que c'est un virus extrêmement intensif, qui circule, que beaucoup de gens sont touchés, et que donc beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées, ont besoin d'aller dans les hôpitaux. Or, le phénomène qui est marquant ces derniers jours, ça n'est pas qu'il y ait davantage de personnes qui aillent aux urgences, c'est qu'il y a davantage de personnes âgées qui ont besoin, après les urgences, d'être hospitalisées. Alors la situation, on la connaît, vous l'avez exposée dans le détail toute la journée d'hier. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les hôpitaux français vont pouvoir faire face au pic de contamination de l'épidémie qui vont arriver? La réponse est oui. Nous sommes en train de passer le pic. Les hôpitaux sont confrontés à une tension réelle, mais ils ne sont pas débordés et ils font face à leurs responsabilités et aux besoins des Français, je veux le dire, de la manière la plus sereine qui soit, pour rassurer aussi nos concitoyens. Les hôpitaux
prennent en charge dans de très bonnes conditions tous ceux qui ont besoin d'être soignés. Il y a parfois beaucoup d'attentes. Il y a des témoignages depuis quelques jours, parfois plus de 10 heures d'attente dans les couloirs. Il y a des choses différentes. Il y a le besoin d'être pris en charge rapidement aux urgences et il y a ensuite la nécessité, lorsqu'on doit rester à l'hôpital, d'aller dans un service et de trouver un lit. C'est pour cela que des mesures ont été prises. D'ailleurs, elles ont été prises à partir du mois de décembre. À partir du mois de décembre, des premières mesures ont été engagées. Je vous donne des exemples. Des lits d'hospitalisation de jour ont été transformés pour pouvoir accueillir les patients la nuit. Depuis hier, j'ai demandé aux hôpitaux de déprogrammer des soins non urgents pour que, à la place de ces opérations ou de ces soins, on puisse accueillir des malades Est-ce que vous avez de la trouvé des lits grippe. disponibles ? Eh bien, des résultats sont là. Les résultats sont là puisque nous sommes passés de 140 à près de 200 hôpitaux qui ont mis en place des plans d'organisation ciblés sur l'accueil de la grippe. Et il y a d'ores et déjà plus d'une trentaine d'établissements, en plus de ceux qui l'avaient déjà fait, qui ont déprogrammé des soins, des activités, ce qui permet de libérer des lits d'hospitalisation supplémentaires. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui permet d'accueillir les patients qui sont malades de la grippe. Mais puisque vous me parlez de lits, moi je voudrais répondre à ceux qui disent « mais au fond, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux français, de façon générale. » Ils vous disent même plus précisément que ça. Ils vous disent, vous avez fait des économies, 3 milliards d'économies de 2015 à 2017, entraînant la fermeture de 16 000 lits. Non, c'est 10% des lits de chirurgie et de médecine. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, en matière de médecine, il y a plus de lits aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2012. 2500 lits de médecine supplémentaires, précisément pour répondre à des besoins en matière de médecine, en matière d'épidémie, de canicule, lorsque nous avons besoin d'accueillir ces personnes. Mais l'essentiel, ça n'est pas de compter des lits, c'est de faire... Non, mais il nous faut des lits. Mais ce qu'il faut, c'est que l'hôpital puisse s'adapter rapidement, transformer des lits de jour en lits d'hospitalisation, faire monter les capacités d'accueil de manière extrêmement rapide. Et c'est cela qui se fait actuellement. Et moi, je veux saluer la réactivité des hôpitaux et l'engagement des professionnels hospitaliers. Est-ce que vous pourriez déclencher le plan blanc au niveau national la semaine prochaine, si c'est nécessaire ? Le plan blanc a été de facto déclenché dans certains hôpitaux. Dans beaucoup d'hôpitaux, mais j'ai adressé il y a 2 jours une instruction à l'ensemble des établissements de santé, ce qui revient à déclencher un plan blanc national. Vous avez dit vous-même que le bilan serait lourd. En 2014-2015, il y avait une surmortalité de 18 000 personnes. Est-ce qu'on sera dans ce genre de bilan ? Je ne suis absolument pas en mesure aujourd'hui d'annoncer des chiffres. Il y en a qui circulent depuis hier. Oui, mais il y a des chiffres qui sont, ponctuels, puisque jour après jour, l'Agence Santé publique France, évidemment, établit des bilans. Le bilan est assez long à établir. Ce que je veux dire, et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure au début de notre entretien, la grippe, ça n'est pas une petite maladie comme cela, ça n'est pas un mauvais rhume. C'est une maladie qui chaque année fait des victimes. Or, comme on n'en a pas toujours conscience, des gestes simples de protection, comme ils sont rappelés dans les spots qui sont diffusés sur les ondes depuis le mois de décembre, sont à privilégier et à mettre en avant. Est-ce que c'est pas le rôle, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, de la ministre de la Santé ? Chaque année, il y a une épidémie de grippe à peu près. Alors oui. Elle est parfois plus violente, c'est le cas cette année. Dès le 27 novembre, l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé a lancé une alerte sur l'épidémie de grippe. Ça fait donc 1 mois et demi pour se préparer, pour appeler à la prévention, à la vaccination. Est-ce que, au fond, vous avez sous-estimé la violence de cette épidémie ? Mais j'ai lancé le premier appel concernant l'épidémie des grippes le 28 octobre. Donc c'est le 28 octobre que j'ai lancé ce que nous appelons la saison grippe, en demandant que les vaccinations s'engagent, en annonçant que la cellule d'urgence sanitaire se mettait en place. Donc la cellule d'urgence sanitaire pour la grippe se met en place au ministère cette année, le 28 octobre. Donc ça a été bien géré, c'est ça que vous nous dites. Et elle passe à un niveau renforcé le 21 décembre. Il y a une anticipation parce que chaque année, nous savons qu'il y a des risques autour de la grippe. Ce que nous ne savons pas, c'est à quel moment elle va arriver. Elle est arrivée tôt. Ce que nous ne savons pas, c'est quelle va être son ampleur. Mais tout est prêt
avec des dispositifs qui se déclenchent au fur et à mesure. Ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que le plus dur est à venir, Marisol Touraine? Non, On annonce le pic de l'épidémie pour la semaine prochaine. Il est en train d'être passé, c'est-à-dire en réalité, le pic de l'épidémie est déjà passé dans certaines régions, par exemple l'Île-de-France, il reste à passer dans d'autres régions. Nous avons besoin d'avoir des lits disponibles parce que les personnes qui déjà sont hospitalisées peuvent rester plus longtemps que ce qui est envisagé, et c'est pour cela que j'ai lancé l'appel aux hôpitaux pour dégager des lits. Mais la situation est maîtrisée. Les hôpitaux sont en situation tendue, mais ils ne sont pas débordés. Et je suis aujourd'hui sereine par rapport à la capacité des hôpitaux à faire face aux besoins des malades. On attend la semaine prochaine des températures glaciales, une vraie vague de froid. Est-ce qu'il y a des préventions en termes de santé publique, puisqu'il faut anticiper? Dès ce week-end, des spots vont être et des messages vont être adressés. Le message principal ne concerne pas des comportements de santé, il concerne le chauffage. Quand il fait froid, on pousse le chauffage, on ferme les fenêtres et il y a beaucoup d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc le message, c'est attention à la manière dont vous vous chauffez et pensez à bien aérer vos logements. Merci beaucoup Marisol Touraine. C'est à vous William. À propos de recyclage et d'alimentation, une idée venue tout droit d'où? De Grande-Bretagne, William. Oui. Avec les cabines téléphoniques, les fameuses cabines rouges. Vous savez, il en reste 48 000 en Angleterre. Eh bien, regardez, il y a un jeune start-upper qui a eu l'idée de le transformer. Donc, c'est devenu un bar à salade. C'est bien. La cabine date de 1935 et comme ça, il investit certaines cabines de Londres et il vous propose des petites salades, des petits plats. Perpétuer la tradition. C'est vrai qu'elles disparaissent de plus en plus, c'est ça? Ah oui, mais il y en a encore 48 000. Et en France, regardez ce que j'ai trouvé. Dans le Var, ils en ont fait une cabine à livres. Ah, c'est bien. Où les gens déposent des livres et viennent en rechercher. Pour la communauté. C'est une bonne idée. Et ils sont protégés. Ils sont protégés. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Hein? Ouais. On devrait lancer un petit concours de recyclage des cabines téléphoniques. Envoyez-nous vos meilleures idées. Oui. Ou des lieux comme ça, et originaux pour stocker soit des aliments, soit des livres. Merci beaucoup, Laura. Tout à l'heure, la météo. Ça continue dans Télématin comme tous les jours, l'actualité artistique et du cinéma en particulier. Avec Charlotte, nous allons découvrir un film dont le scénario est particulièrement original, bien interprété, avec des gens de qualité. De quoi s'agit-il? Écrit et réalisé et joué par Lucien Jean-Baptiste. Ça s'appelle Il a déjà tes yeux. Lucien Jean-Baptiste, vous allez le voir sur l'affiche. Il avait réalisé une comédie en 2009 qui avait fait beaucoup parler d'elle. Et pour cause, c'était très drôle. La Première Étoile, vous vous souvenez? Oui, bien Cette sûr. famille de Noirs qui partait pour la première fois au ski et qui subissait le racisme ordinaire. Mais quand c'est bien écrit, on peut faire passer beaucoup d'idées avec le rire. Il a réalisé d'autres films entre-temps, d'autres comédies. Cette fois-ci, on est exactement dans la même veine que dans La Première Étoile. De l'humour pour faire passer les idées, faire rire avec un sujet sérieux et, vous le disiez, une bonne idée de scénario. Dans le film, Lucien Jean-Baptiste est marié à Aïssa Maïga. Ils s'aiment, ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Et puis un jour, ils reçoivent enfin ce fameux coup de fil qui leur dit que leur dossier d'adoption a été accepté et qu'un petit enfant les attend. Il a 6 mois, il s'appelle Benjamin, il est blond aux yeux bleus. Oui, c'est un blanc, pas commun pour un couple noir d'adopter un enfant blanc. Ils se consultent et très vite ils se disent, mais après tout, bah oui, bien sûr, on accepte. Et cette adoption, pas comme les autres, va déclencher évidemment de nombreuses réactions dans leur entourage. Ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a ici aucun manichéisme. Le racisme est montré des deux côtés. C'est des scènes, c'est très visuel. Vous voyez la famille noire, les grands-parents, mais qui sont verts de rage que leur petit-fils soit blanc. On le voit dans l'extrait, elle ouvre la porte et la grand-mère dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et après elle dit « Oh, elle avait préparé un super déjeuner. Elle dit « Oh, si j'avais su, j'aurais dû faire une blanquette. » Non, mais voilà la grand-mère. C'est très bien écrit, c'est très rigolo. Il y a aussi Zabou Bretman, qu'on connaît bien, qui, elle, n'a pas le bon rôle. Elle joue celui de l'assistante sociale pleine de préjugés, qui n'y croit pas du tout à cette adoption qui changera d'avis. On a Michel Jonas, on a aussi Vincent Elbaz. Michel Jonas qui avait déjà joué dans La Première Étoile. On a rencontré Lucien Jean-Baptiste, vous allez voir un garçon très drôle, charmant, et ça tourne bien dans la tête, là. Bonjour Lucien. Bonjour, je peux vous appeler Charlotte? Mais évidemment, bonjour Charlotte. C'est même recommandé. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin.
Cette idée de comédie assez géniale, il faut bien dire, Lucien, elle est venue quand et comment? Il y a eu un facteur déclencheur? Ah, je crois qu'il était là, le facteur déclencheur. Reviens. Je dis, tiens, là. Bonjour maman. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane, comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. J'étais tombé sur un fait divers sur Internet, un couple de Noirs qui avait accouché d'un enfant blanc. Et je me suis dit, tiens, là, avec ça, je tiens quelque chose. Je vais pouvoir parler de ma vie, parce que j'ai une mère qui est très antillaise, la culture créole. Ouais. Et puis j'ai des enfants qui sont presque blancs. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! Cette confrontation noir-blanc, c'est ce qui vous travaille, Lucien, c'est votre combat un peu? Ouais, je crois que si j'étais une femme blonde, j'aurais un combat aussi pour les femmes. Vous êtes plus au sérieux? Ouais. Il faut lutter contre toutes ces choses-là, mais il faut essayer plutôt de le faire avec humour. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs, quoi. Ils ont fumé quoi, la DAS? L'humour est une arme de frappe redoutable. Oui, c'est mon vecteur. Et puis, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. J'arrivais de la Martinique. J'ai découvert que j'étais noir dans la bouche d'autres gens qui commencent à l'école. Ouais. Tu dis, ah bon, excusez-moi les gars, bon, je me suis longtemps battu. C'est-à-dire que dès qu'on me disait noiro, bamboula, boum boum, ça partait. Ouais. Après, je suis rentré un petit peu dans la blague, beaucoup d'autodérision, etc. Et maintenant, j'utilise le cinéma pour continuer à déstabiliser tous les gens qui ont des préjugés sur les Noirs. Mais après, j'espère que le film va ouvrir les yeux sur toutes sortes de préjugés et de clichés qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Benjamin, oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi, la maman. Ah oui, on y va. Voilà, c'est mieux. Vous jouez dans vos films, Lucien, et c'est une bonne idée, tant mieux. Ça doit être dense comme expérience, à la fois au four et au moulin. Et au moulin, ouais. C'est quoi? C'est parce que c'est vous qui vous écrivez les meilleurs rôles? Ce qui se passe, c'est que Will Smith est trop cher. Omar Sy, il est aux États-Unis, donc je vais pas le déranger. Donc il reste qui? Moi, Lulu. Non, je blague. Plus les choses avançaient, plus les producteurs, mes co-auteurs, etc. sont dit, Lulu, c'est pour toi. Et puis comme il y avait la belle Aïssa, j'ai dit non, je vais la laisser à personne d'autre. Voilà, salut Aïssa. Qui est lumineuse comme tout dans le film. Nous, on s'occupe des enfants, de leur trouver une famille adéquate. Pas de faire des expérimentations. Zabou, génial. Alors Zabou, elle a pas le bon rôle. Ah, exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Si, enfin, elle a pas le bon rôle. Elle a un rôle bon, super. Voilà, ouais. Après, c'est la méchante. Il faut une méchante, il faut une sorcière. Vous savez, c'est un conte aussi. C'est nous qui changeons le monde. La première famille Benetton. J'ai lu que vous aviez envie, en fait, d'être acteur depuis que vous étiez tout petit. Ah ouais. Mais avant, vous bossiez quoi? Dans l'événementiel, dans la pub? Ouais, je me suis retrouvé pendant 6 ans à m'occuper de merchandising. Tu sais, je le dis bien, merchandising. C'était mon premier métier. Puis à 30 ans, j'ai décidé de changer, de vivre enfin mon rêve de gosse. Et puis voilà, je suis là devant vous. Pas beau la vie? Bravo Lucien, et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et ben voilà, Denzel Washington n'était pas libre, alors il a fait le, fait le rôle. Ni Omar Sy. Ça sort mercredi prochain, voilà, ça va être franchement la comédie qui va cartonner parce que c'est très drôle et bien écrit. Il a déjà tes yeux. Merci beaucoup. En Chine, oui. Mais c'est pas l'objet d'une discorde là-bas. Non, il est là depuis très longtemps. C'est à Chypre, figurez-vous. Oui, c'est en Europe et c'est à l'intérieur même d'un pays. C'est pas entre deux pays, c'est à l'intérieur d'un pays. D'abord, on va faire un petit peu d'histoire et de géographie. Chypre, regardez, Chypre est une île. C'est complètement au sud-est par rapport au reste de l'Union européenne. On est à plus de 3000 km de la France. Et le pays européen de l'Union européenne le plus proche de Chypre, c'est la Grèce qui est tout de même à 1000 km. Donc vous voyez que c'est complètement excentré. C'est le membre de l'Union européenne le plus excentré. Par contre, vous voyez que c'est tout près des côtes de la Syrie ou de la Turquie. Alors voilà pour la géographie, je passe à l'histoire. On va voir d'abord quelques belles ruines grecques, parce qu'historiquement, Chypre, c'est une île grecque. Aujourd'hui encore, la majorité de la population, d'un point de vue culturel, c'est des Grecs. Ils parlent grec. Ensuite, au 19e siècle, Chypre est envahie par les Anglais, ça devient une colonie britannique. C'est pratique parce que c'est sur la route du canal de Suez pour eux, pour les bateaux. Mais les Anglais ne sont pas les bienvenus, donc il y a beaucoup d'agitation contre la présence anglaise. Il y a même des attentats et donc indépendance en 1960, au moment de la décolonisation. Chypre devient un pays indépendant en 60, avec un président de la République très original, parce que c'est un archevêque, Monseigneur Makarios. Oui. Et oui, bien sûr, célèbre. Célèbre, Monseigneur Makarios. C'est que c'est très important, l'orthodoxie, pour les populations d'origine grecque. Donc il devient président de la République, mais ça n'arrête pas les violences pour autant, parce qu'il y a une partie des extrémistes grecs qui ne veut pas que ce soit un pays indépendant, mais que ce soit rattaché à la Grèce. Donc voilà, ça reste quand même très agité politiquement. Et quelle est la population turque à l'époque? Elle dit quoi, elle? Alors j'arrive, parce que je vous parle de la majorité qui parle grec, 80% de la population, mais il y a une minorité qui parle turc, 18-20%, et ça ne va pas très très bien entre les deux. Dès les années 60, il y a des violences très graves. Regardez, et en 74, il y a un coup d'état militaire des extrémistes
grecs qui veulent le rattachement à la Grèce, donc coup d'État militaire. En réponse, la Turquie envahit l'île de Chypre pour dire mais nous on va protéger notre population turcophone. L'ONU s'interpose, ça part dans tous les sens. Et depuis, depuis on en est là. L'île est coupée en deux, mais alors vraiment coupée en deux, avec une frontière façon mur de Berlin. Vous voyez, il y a des checkpoints, des points de passage au milieu de cette ligne qu'on appelle la ligne verte. Historiquement, c'est parce qu'on a tracé sur la carte avec un crayon vert. Donc ça s'appelle la ligne verte. Vous voyez, c'est vraiment infranchissable. Si vous aviez une maison de l'autre côté, tant pis pour vous. Vous pouvez pratiquement plus accéder à votre maison. Depuis, la situation est complètement bloquée. On voit une carte. Donc la République turque de Chypre du Nord n'est reconnue par personne sauf par la Turquie. Et Chypre, quand on dit Chypre qui est membre de l'Union européenne, c'est que la partie sud. Et en plus, la capitale Nicosie est au milieu. Est juste au bord. Ah oui, mais la frontière est au milieu des rues. Il y a des bâtiments abandonnés et tout. Alors ça fait un petit peu désordre au XXIe siècle en Europe. Bon. Économiquement, ça va. Regardez, le tourisme fonctionne bien à Chypre. Ils ont des hôtels. C'est plutôt du côté grec. C'est quasiment que du côté grec, parce que c'est que le côté grec qui est reconnu par la communauté internationale. Donc il y a des hôtels, clubs, ça marche assez bien. D'autant plus que avec les printemps arabes et la déstabilisation des pays arabes, les touristes vont beaucoup à Chypre depuis quelques temps. Vous pouvez aussi faire de la randonnée, c'est très beau. C'est aussi un paradis fiscal, je dis ça à tout hasard, surtout pour les Russes, les riches Russes, parce que c'est orthodoxe. Les Russes sont orthodoxes. Ils mettent beaucoup leur argent là-bas. Il y a eu quelques histoires pas claires avec les banques chypriotes. On ne sait pas grand-chose sur la population turcophone, finalement. Non, ça n'intéresse pas eux. Parce que la partie turque au nord est assez fermée. Je vous dis, c'est reconnu que par la Turquie, on n'y va pas trop. Mais enfin, ils vivent correctement, une présence militaire. Ils ont du mal. C'est plus pauvre, alors ils ont le droit d'aller travailler dans la partie sud. Depuis quelque temps, ça s'est détendu un petit peu, il y a des points de passage. Et donc en ce moment, il y a à Genève une conférence qui va se terminer aujourd'hui pour essayer de réunifier Chypre. Bah oui, pour faire un État fédéral, mais voilà, on saura aujourd'hui si ça marche ou pas. Ils vont avoir du mal, hein. Bon, parce que ça dure depuis, vous l'avez dit, 50 ans. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet éclairage. Et on va s'intéresser à l'un des plus célèbres penseurs français du XVIIe siècle. Je veux parler de Blaise Pascal. Quand on dit penseur, c'est un type assez intelligent, il a pensé à plein de trucs. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est tout à la fois. Il est, on peut dire, dans le prolongement de ce qu'était un intellectuel de la Renaissance. Vous savez qu'à la Renaissance, on ne fait pas de distinction entre les mathématiques, la littérature, la philosophie, la théologie, la morale, la physique. On est tout à la fois. Eh bien, Pascal, c'est un génie du XVIIe siècle qui possède tous ses talents. Alors, bien sûr, on connaît beaucoup de choses à propos de Pascal, notamment cette phrase qu'on sort souvent de manière erronée, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. On a l'impression que cette phrase est liée au sentiment. Quand on dit qu'on est amoureux de quelqu'un, on perd la tête parce que voilà. Non, pas du tout. Vous verrez dans cette exposition qu'en fait, cette phrase, elle est prononcée au cœur des pensées à propos du pari de Pascal, le fameux pari de Pascal, dans lequel il pose la question, est-ce qu'il faut ou pas croire en l'existence de Dieu? Et il y répond avec cette phrase qui dit, de toute façon, ce n'est pas par le raisonnement que vous allez pouvoir solutionner cette réponse. C'est uniquement par le cœur. Et d'où cette phrase, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. En plus de ça, bon là c'est un penseur, c'est un philosophe, on comprend bien, mais c'est un inventeur aussi, ça on le sait moins. Tout à fait. Alors vous allez voir, inventeur de la pascaline, la machine à calculer, mais inventeur aussi des transports en commun. La pascaline, c'est pas un vélo, hein, la pascaline. Non, la pascaline, non, c'était pas, c'est une petite machine. C'est une petite machine. Et surtout, le fameux manuscrit des pensées. C'est une des œuvres les plus importantes, les pensées de Pascal. Vous allez pouvoir le voir en vrai à la Bibliothèque nationale de France. Si. On démarre par la précocité du génie de Pascal. On le sait, c'est un de nos plus grands écrivains, philosophes, mais il s'intéresse très tôt aux mathématiques. À l'âge de 12 ans, il commence à toucher la géométrie, il publie le traité sur les coniques. À l'âge de 17 ans, il découvre la pression atmosphérique, qui se compte d'ailleurs en Pascal, et aussi l'existence du vide. Enfin bref, c'est un véritable génie. Et quand je dis l'existence du vide, attention, c'est qui nous entoure, parce que dans sa cervelle... À l'âge de 19 ans, il invente la première machine à calculer. Son père est percepteur. Donc il fait des calculs toute la journée. Et avec cette machine, il peut faire des additions, peut faire des soustractions, peut faire des multiplications, peut même extraire des racines carrées. Je dis lui, parce que moi, si moi je peux faire une petite addition. 873 plus 333. 1206. Et voilà. Et ça, mine de rien, ça a beaucoup aidé, et surtout son père, à collecter plus d'impôts. Et son petit nom, pour les intimes, c'est la Pascaline. Il a inventé le premier transport en commun à Paris, le carrosse à 5 sols.
Et il a fonctionné. Alors, c'est simple, regardez, il y a des lignes dans Paris avec des correspondances. Sauf qu'attention, très rapidement, quand même, le roi dit, alors, en commun, pas avec tout le monde. Hein. Donc, sont proscrits les soldats, les pages, les laquais et tout autre genre de lieuret, manœuvre et genre de bras. Ils suent comme des cochons, hors de question de les mettre dans nos carrosses à 5 sols. Et donc, 1662, ça tombe à l'eau. Il faudra attendre 1823 pour avoir le premier omnibus à Nantes. Et 1828 à Paris. Alors que lui avait déjà l'idée en 1662. Et la pièce maîtresse de l'exposition, c'est le manuscrit original des Pensées de Pascal, dans lequel il ose poser la question « Dieu est ou n'est pas ?» Attention, en 1660, question dangereuse. Il dit « La raison n'y peut rien déterminer, oui, mais il faut parier. » C'est le fameux pari de Pascal. Et il va avoir cette phrase célèbre « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » Je vous rassure, il a fait le pari que Dieu existe. Voilà. Ah bah oui, quand même, on est en 1660. Oh bah sinon, vous pouvez rôtir en enfer. Oui, attention. Et pour terminer, les portraits de Pascal. Eh bien finalement, il n'y a jamais eu de portrait de son vivant. La seule trace qu'on a retrouvée de Pascal, c'est son masque mortuaire. Et à partir de ça, on a fait les portraits, y compris celui qui figure sur le billet de 500 francs. Bah oui, le fameux Pascal. Tiens d'ailleurs, 500 francs, ça fait combien en euros, hein? Facile, ça fait 500 divisé par 6,57. Bah là, vous avez intérêt à avoir une bonne pascaline, hein, je vous le dis, parce que 500 divisé par 6,57, bon, 6 x 7, 42. Bon, ça va faire à peu près, ouais, à peu près. Comment va-t-on faire? Il le retire. C'est ce qui intéresse mes collègues, vous avez vu? C'est pas du tout le manuscrit des pensées, c'est le billet, c'est le Pascal, quoi. Ça, il était beau, il était grand. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Matérialise vos potes. C'est dommage, hein, parce que quand on voit ça où alors? On voit ça à la Bibliothèque nationale de France, c'est quai François Mauriac dans le 13e arrondissement, et en plus, vous aurez le plaisir de voir d'autres choses là-bas. Donc surtout, ne manquez pas cette exposition. Pascal, le cœur. Aux enseignants, vous pouvez y aller avec les classes dès la 5e. On peut collège, y aller. Oui, tout à fait. En métro. En plus, oui, bien sûr. En plus. Comme Pascal l'avait imaginé. Exactement. Voilà, de transport en commun. Métro, vous voyez ce que c'est le truc qui est sous terre. Oui, avec des gens, avec d'autres gens. Un jour, vous irez. Vous allez voir, on vous montrera. Merci, Charlotte. Où sont vos gens? Parce que c'est ouvert jusqu'à 9h25, vous revenez. Vous entendez derrière la chanteuse principale? Moi, je sais. La chorale, les choristes. Très bien. Eh bien, c'est de cela dont on va parler avec Jean Servat ce matin. Une chorale géante. Alors, une chorale géante, vous pourrait dire, bon, bah quoi, une chorale, c'est 20, 25 personnes. Géante, ça fait 50. Ah non, non, non. C'est vraiment la taille au-dessus, là. Ah oui, alors 400, 500, il y a même eu des chorales de 1000, parce qu'on va parler de choristes ce matin, en l'occurrence des chœurs de France. Alors au début, moi, j'étais pas très acquis, je veux dire, ça paraît un peu zonzon, des gens qui chantent un peu comme ça. C'est zonzon, oui. Au début, un peu comme ça. Et puis après, je veux dire, honnêtement, il y a une choriste qui s'appelle Michel Aimé, qui m'a converti à force de... Elle m'a traîné de force, quasiment, écouter les chœurs de France. Alors vous voyez 200, 300, 400, 1000 personnes qui sont sur scène, mais qui sont des fous furieux de la chanson. Ce sont des gens, ils font des stages, ils chantent le matin, ils chantent l'après-midi, ils chantent le soir. Mais ils ne sont pas des professionnels. Et alors non, ce sont des gens qui font ça par amour du chant. Donc des amateurs. Ils prennent sur leur temps de loisir, ils chantent. Alors des fois, ils sont réquisitionnés pour des émissions de télévision, pour aider, pour servir de fond sonore à des disques. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on les voit chanter, il y a une passion. Alors, pas de barrière sociale, bien évidemment. Ça les occupe jour et quasiment et nuit. Ils fraternisent complètement. Quand vous êtes assis, que vous voyez ces gens-là animés, il faut regarder, il faut les écouter et voir les yeux. On a l'impression qu'ils vont s'envoler. Ils ont un état de lévitation. Mais c'est des gens qui sont fous furieux. Ils traversent la France en voiture pour se réunir dans des villages de vacances. Et vous savez qu'il y en a une ici. Voilà, très bien. Ici. Alors, on s'est intéressé, pourquoi on s'est intéressé aux Chœurs de France? Parce que juste dans les derniers jours de l'année dernière, ce fut le 30e anniversaire des Chœurs de France, qui avait été créé près de Bordeaux par Jean-Claude Oudot, qui a fait ça. Et ce qui est extrêmement important, ce que vous allez voir, c'est que 30 ans après leur création, ils sont retournés dans la salle de leur début. Où ils avaient démarré, ils ont notamment accompagné Michel Fugain, dans la salle où ils avaient démarré, quasiment les mêmes, plus d'autres, parce que ça fait des petits, les choristes. Alors à la fin, vous savez, à la fin d'un concert, le nombre de gens qui viennent retrouver pour s'adresser, pour faire partie de la chorale et pour chanter avec, c'est inimaginable. On veut en être, quoi. Bah alors, il n'y a pas besoin d'être Maria Callas ni Jonas Kaufmann, forcément, mais d'avoir de l'enthousiasme, de chanter à peu près juste, de chanter juste, et vous chantez. Mais alors, vous allez voir, regardez la passion sur ces gens, mais fous furieux, matin, midi, soir, ils chantent tout le temps. Et ils font ça pour le plaisir de la voix, si j'ose dire.
chœurs de France ont été créés il y a vraiment 30 ans, presque jour pour jour, au cours d'un spectacle que nous avons donné dans cette salle avec Michel Fugain, avec 300 choristes à l'époque. Et c'est après, au cours de discussions, il m'a dit, tu sais, ce serait intéressant de faire quelque chose de national, où dans toutes les régions, on pourrait trouver des choristes qui veulent chanter la chanson. Et c'est né comme ça. Les chœurs de France comportent 7 chœurs régionaux qui ont été créés successivement au fil des années, depuis 30 ans. Ici, en Aquitaine, c'est le plus ancien. Et en fait, je m'étais aperçu que les choristes de France avaient envie de chanter leur siècle. Ils se sont mis à se passionner pour ce répertoire, qui finalement était le répertoire le plus populaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un peuple qui chante, comme disait Michel Fugain. Ce qui anime tous ces choristes, je crois que c'est la passion de chanter ensemble, parce que bien sûr ce sont tous des bénévoles, ils viennent de toutes les régions de France, et parce qu'on leur a donné la possibilité de venir fêter les 30 ans des chœurs de France, et bien voilà, et on va dire le bonheur, il est là, c'est de chanter ensemble. Les choristes sont venus chanter, ils se sont aperçus que finalement, comme dit Charles Aznavour, j'ai voulu voir une chorale et j'ai découvert un artiste. Les choristes deviennent un peu des artistes sur scène. Nous, les chefs de chœur, on est là justement pour les diriger, pour leur donner des indications de phrasé, de notes, de démarrage. Le souci, c'est d'arriver à donner sur chaque chanson l'esprit véritable de la chanson. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un arrangement qui plaît à l'harmonisateur, mais il faut que ça plaise à celui qui a écrit la chanson. J'entends les voix de ces choristes qui sont passionnés, on sent vraiment l'énergie qu'ils ont en eux. Regarder quelqu'un qui chante, je trouve que c'est émouvant. C'est une des choses qui sont actuellement encore dans notre pays les plus abordables pour tout le monde. On les voit heureux et le bonheur, justement, c'est que le public est heureux et c'est ça, c'est un échange. C'est émouvant, enthousiasmant, comme vous l'avez dit, ils sont formidables. Tout le monde le disait, si regardez les visages. Mais on veut les entendre maintenant, ils font des concerts. Ah, ils font des concerts à travers toute la France. Il y a des chœurs, le Val-de-Saône, ils ont divisé en régions, puis les grands chœurs de France. Alors il faut surveiller ça. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on pourrait saluer tous ceux qui aiment chanter et qui nous regardent. Il y a les chœurs de France, mais il y a plein de chœurs un peu partout. Vous avez dit qu'il y a des choristes ici à France Télévisions. Vive les chorales et vive les gens qui chantent. On donne de l'enthousiasme, plein d'énergie. C'est contagieux. Oui. Ils sourient tous. En regardant le voisin, il est content, donc vous êtes content. Ah oui, à l'issue des concerts, il y a plein de gens dans la salle qui osent pas, mais qui osent, qui osaient pas, mais qui osent, et qui demandent à joindre et à chanter aussi avec eux. D'accord. Vous avez peut-être chanté avec Anissa, Patrice. Oui, alors là, ça leur posera un problème. Pas pour moi, en tout cas. Pas pour Anissa, qui chante juste. Oui, cela dit, une voix un peu de travers au milieu de 400, ils vont pas m'entendre. Je peux me planquer. Bon, alors on commence par qui? Eh bien, figurez-vous que Blanche Gardin fait la une du cahier culture du Figaro. Elle est actuellement sur la scène de l'Européen et c'est la figure de proue de ces humoristes qui n'ont peur de rien, qui osent tout, parlent de tout, sans euphémisme, ni détour particulier, ni circonvolution verbale. On les appelle les flingueuses. Alors, sexe, plaisir, éducation, vie conjugale, qu'il s'agisse de Blanche, mais aussi d'Antonia, de Claudia, de Caroline ou encore de Nawel. Eh bien, ces filles ne s'interdisent aucun sujet. Elles osent plus que les hommes, peut-on lire ce matin dans le Figaro. Ce sont des cousines éloignées, en fait, de Baffy et de Bigard, quoi. Oui. Voilà. Et ça marche. Alors,
faut toujours la minute sociologique hein, quand on essaie d'expliquer un phénomène qui fonctionne. Alors sur scène, ces femmes disent tout, elles nous font entrer dans leur vie, elles nous dévoilent quelque part leur intimité au sens figuré. Et tout cela fait écho en fait à l'époque, nous explique Le Figaro. Dans leur démarche, il y a quelque chose qui relève du réseau social en vrai. C'est un peu Facebook sur scène, quoi. C'est voilà, ma vie est étalée. Pour le public, plus c'est personnel, plus c'est attirant. Et c'est pour ça qu'elles ont du succès, ces filles. Donc, c'est-à-dire ce matin dans Le Figaro. Avec des styles très différents, pardon. Oui. Blanche Gardin, elle est, voilà sa posture préférée. Elle est comme ça, plantée devant vous. En wagache. Et elle dit des os. Avec son visage qui en mitouflé, avec une forme de timidité, puis en même temps, elle nous balance des trucs, c'est énorme. Alors, vous avez aussi l'ancienne avocate à droite. Ah oui, au milieu, là, avec sa robe. Oui, alors bon, je vous donne par exemple dans Le Figaro, il y a ce matin un extrait. Hein, elle conseille un criminel et elle dit le viol est un crime. Elle lui explique que vous risquez 15 ans de prison comme pour un meurtre. Effectivement, pour le même prix, vous auriez pu la tuer. Voilà, vous voyez un peu le. Bon, c'est un peu. Voilà. C'est affreux, mais voilà. Bon, en tout cas, ça marche. Ce sont des spectacles qui fonctionnent et des filles qui. On n'avait pas vu ça depuis Foresti, quoi, nous explique Le Figaro ce matin. D'immenses verrières, des dorures à la feuille d'or, des fresques picturales. Où sommes-nous? Nous sommes dans la salle Labrouste, à la bibliothèque Richelieu. Et la salle Labrouste rouvre donc après 6 ans de travaux et 18 ans de fermeture. Oui, 18 ans, parce qu'il y avait de l'amiante, il y avait tout un tas de problèmes. Alors la rénovation a coûté 230 millions d'euros. Si vous voulez voir ce à quoi ça ressemble, eh bien vous avez 3 journées portes ouvertes qui se profilent, demain, après-demain et dimanche. Vous trouverez sur place 1 700 000 documents. Et l'ouvrage le plus ancien que vous verrez sur place, eh bien, c'est une Bible datant de 1492. Ça tombe bien, 1492, c'est l'année de la découverte de l'Amérique et de l'évangélisation. On trouve aussi sur place des estampes de Goya, de Gauguin, des catalogues de vente, de salles de vente. Et puis il faut savoir que Sartre et Beauvoir ont travaillé ici et que Michel Galabru était abonné à cette bibliothèque lorsqu'elle était ouverte. Vous lirez ça ce matin dans Le Parisien. Je rappelle que cet endroit a été voulu par Napoléon III qui voulait dépasser la British Library, j'espère que je l'ai bien dit, comme plus belle bibliothèque du monde. Donc c'est à voir ces jours-ci et ensuite quand vous voulez. Merci beaucoup.